Je ne me permets pas du tout de me dire que j'utilise quoi que ce soit. Pardon, j'ai pas entendu. Je ne vous permets pas du tout de me dire que j'utilise quoi que ce soit. Vous mélangez absolument tout. Vous aussi, vous voulez m'interdire de parler et de dire ce que je veux. Je n'interdis rien du tout. Mais c'est normal, en islam, il n'y a pas de liberté individuelle. Bon, c'est ce que vous dites, pas la réalité et surtout pas la mienne. Ben, c'est pas grave. Elle a une conscience individuelle, elle a le droit de s'exprimer et on n'a pas le droit de parler en son nom Et de vous, l'inscrire êtes, dans un projet. et vous êtes l'idiot utile de l'islamisation. Donc vous voyez un musulman et vous êtes sûr que ce musulman est un soldat au service d'un projet idéologico-théologico-politique. Bah si, parce que là... Théologico-politique. Là, oui, là si vous voulez avez parlé à la place mais de dame, excusez-moi. ne se sent pas faire partie d'un projet Excusez-moi. Mais donc, vous savez, donc, Raymond Aron disait... Raphaël Glucksmann était invité ce mercredi 19 novembre sur le plateau de BFM afin de réagir à une séquence qui a immédiatement mis le feu aux poudres. L'intervention d'une femme voilée, attaquée sans retenue par Éric Zemmour, qui l'accuse d'être l'idiote utile d'un projet islamiste. Le débat déraille aussitôt. Amalgame, coupure de parole, et Zemmour va même jusqu'à affirmer que la France devient islamique simplement parce qu'une femme porte le voile. Comme vous allez le voir, il va le remettre à sa place violemment. Monsieur Glucksmann. Votre frère serait milliardaire. Ben, je sais mais arrêtez, votre beau-fils serait milliardaire. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, vous obéiriez à Xi Jinping. Donc j'ai cité, mais non, vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Je ne vous autorise pas à dire ça. Vous m'autorisez rien du tout. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Raphaël, non. Là, vous donnez pas le bon exemple. Je vais vous dire. Arrêtez pour faire la pub de Orban. Arrêtez, vous ne donnez pas le bon exemple. Raphaël Glucksmann, la diversité est-elle... Quand on me Raphaël Glucksmann, la diversité... Arrêtez. Non, parce que vous êtes... La diversité est-elle toujours heureuse? Voilà pour mais la diversité, c'est un problème. La diversité, c'est une chance. Laissez-le parler. Laissez-le parler. La diversité, c'est tout. La diversité, c'est un problème, une chance, une opportunité, c'est quelque chose à construire. Une société, comme une société républicaine, monsieur, ça se construit. C'est pas naturel, on construit. Mais le problème, c'est qu'en France, on a abandonné cette construction de la République et que du coup, on se retrouve dans une situation qui est une situation d'archipélisation. Mais vous, ce que vous dites, ce que vous prenez est l'antithèse de ça. C'est l'antithèse de cette intégration. Ah bon. C'est l'antithèse parce qu'en fait, vous expliquez que des gens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont, n'ont pas vocation à rentrer dans cet ensemble qu'est la France. Monsieur Glucksmann. Et c'est ça. Vous avez dit... le problème. Attends, il vous répond. Il vous a laissé parler. La République, pardonnez-moi, c'est la loi et l'assimilation. Ce n'est pas l'intégration. En République, sous la Troisième République, la dame qui était voilée, là, avec le hijab... Qui est toujours là. Qui est toujours là. Bonjour, madame. Elle l'est toujours. Sous la Troisième République, cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir avec son hijab. Et n'aurait pas eu le droit non plus de travailler. Parce que je vous dis, c'est ça la République. Cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir dans la rue, mais... La République, c'est l'assimilation. Chacun son tour. Ça veut dire que dans la République, monsieur Glucksmann, excusez-moi, dans la République, les religions n'ont pas le droit de s'afficher dans l'espace public et donc dans la rue. Ça, c'est la République et c'est l'assimilation. Puisque vous parlez de la République. Et quand je vous parlais de la diversité, tous les pouvoirs depuis 1000 ans, que ça soit la monarchie, que ça soit l'Empire, que ça soit la République, ont justement été obsédés par cette diversité qui pouvait détruire le pays, et ils ont essayé de rassembler et de faire ressembler par l'assimilation et souvent par la force. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Réponse de Raphaël Glucksmann. Attendez, je vous en prie. La République n'aurait pas accepté qu'une femme voilée se promène dans la rue? Absolument. Et sur quoi vous... Et même, je vais vous dire non, mais c'est très simple. C'était pas une question. Oubliez, je vous pose n'importe quelle question. En fait, vous pouvez pas dire ça. Si je le dis, mais c'est ça. Laissez Raphaël Glucksmann vous répondre. Vous expliquez que donc dans la Troisième République, il y aurait eu la police pour aller enlever... Non, il n'y aurait pas eu la police. Cette dame n'aurait même pas osé. Mais
Il y avait des religieuses dans la rue sous la Troisième République. C'est des professionnels de la religion, mais c'est le christianisme. Le christianisme, comme je le dis dans mon livre, a fait la France. Ce n'est pas le cas de l'islam. Donc, ce n'est pas le cas. Je vais vous expliquer. Puisque vous parlez de la Révolution. Mais monsieur, vous parlez. Je vais vous dire. Vous parlez de la Révolution française. Moi, je vais vous dire. À la Révolution française, il y a un monsieur qui se lève à l'Assemblée nationale en 1589 et qui s'appelle le comte de Clermont-Tonnerre. Oui, et on parle. Vous connaissez bien sûr. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. J'en ai pour une minute. Vous connaissez le début, les gens ne le connaissent pas forcément. Monsieur Clermont-Tonnerre fait un grand discours sur l'émancipation des Juifs. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je donne tout aux Juifs en tant qu'individu, et je donne rien en tant que peuple. » Et ensuite, il continue. Il dit « On me dit qu'ils ne veulent pas être citoyens. Dans ce cas-là, qu'on les bannisse. Donc, on les bannisse. Est-ce que je peux parler maintenant? La remigration. Je parle maintenant. Et vous n'allez pas m'interrompre. Je vous interromps pas. Cette femme dont vous avez parlé, elle n'a rien demandé en tant que nation. Si. Non. Si. Mais non. Donc vous ne laissez pas parler. Elle n'a rien demandé en tant que nation. Elle n'a rien demandé en tant que nation. Elle a dit même qu'elle voulait être citoyenne, qu'elle était citoyenne. Donc en fait, ce que vous racontez là, c'est n'importe quoi. Et ce que vous nous expliquez, c'est qu'en gros, la Troisième République aurait interdit à une femme voilée de marcher dans la rue, et que par contre, elle aurait autorisé une bonne sœur à marcher dans la rue parce que c'est le christianisme. Absolument. Ok. D'ailleurs, il y a eu des discussions pour savoir si on autorisait les curés en soutane ou pas. Vous voyez, il y a eu des discussions à la Chambre des députés. Oui. Il y a eu des discussions. Et ça a failli être interdit. Donc, la laïcité... Mais ça ne m'étonne pas que vous ne la compreniez pas, la laïcité, en fait. C'est vous qui la comprenez. Mais non. La laïcité, c'est le produit... Moi, j'ai lu vos textes sur les guerres de religion. Vous défendez les ligues catholiques. Je ne défends pas les ligues catholiques. Si, contre les protestants. Et il y a un parti, il y a un parti que vous oubliez totalement qui s'appelait le Parti des politiques. Non, je ne l'oublie pas du tout. Michel de l'Hospital, je suis désolé. Je ne l'oublie pas du tout. Si, c'est ce qui a donné ensuite la laïcité. C'est cette capacité, c'est l'affirmation de l'État contre des définitions complètement univoques et réductrices de l'identité. C'est la définition de l'État et progressivement d'une société qui va produire la laïcité. Et la laïcité, Monsieur Zemmour, c'est ce que vous ne comprenez absolument pas. La laïcité, elle va regarder les gens pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils sont. Elle va poser des règles. Et à la fin, vous, la seule chose que vous faites, c'est que vous jugez les gens sur ce qu'ils sont, pas sur ce qu'ils font. Et finalement, je vous dis, vraiment, vous avez un point commun massif avec les prédicateurs islamistes. On a compris. Et c'est pas un hasard. C'est stupide, mais c'est pas grave, on a compris. Vous exprimiez une forme de respect pour les djihadistes. Parce qu'en fait, vous avez un rapport au monde très proche. Vous ne voulez qu'une chose. C'est un affrontement généralisé entre deux identités que vous définissez vous-même, sans les connaître, comme étant parfaitement univoques. Et le résultat, vous allez voir, c'est que la France est bien plus forte que ça. Et que vous ne l'emporterez pas. Et que nous allons reprendre le métier à tisser de la France républicaine. Je vais vous dire deux choses. Et que vous serez en train d'écrire des livres à Saint-Pétersbourg, comme votre modèle Joseph de Maistre, au service de Vladimir Poutine, de Donald Trump, de Viktor Orban, et de tous ces adversaires de la France. D'un dictateur géorgien. On en a parlé. Aujourd'hui en prison. Alors moi, je suis pas au service. Je suis pas au service de Poutine, moi. Quand vous défendiez l'invasion de la Géorgie, l'invasion de l'Ukraine, quand vous défendiez l'invasion de la Crimée, vous étiez au service de l'OTAN. Non, moi je luttais pour aider la résistance des Géorgiens contre la Russie. Vous étiez au service de l'OTAN et vous étiez au service du président géorgien. Moi aujourd'hui, aujourd'hui, moi je défends la souveraineté européenne, par exemple, d'accord? Et je suis rapporteur sur les questions de défense, je réserve les fonds européens aux productions européennes. Et qui vote contre
les textes comme cela, parce que ça ennuie le lobby militaro-industriel américain. C'est l'extrême droite que vous représentez, monsieur Zemmour. C'est monsieur Orban, c'est vos députés au Parlement européen, alors que les Français sont les premiers bénéficiaires de ces fonds. Mais si, la vérité, c'est que vous êtes un idéologue européenne. L'industrie française sera morte, parce que la Commission européenne aidera l'industrie allemande. Mais non, nous serons les premiers bénéficiaires. On n'aura personne. Vous devriez être content, monsieur Zelensky vient d'en acheter 100. Avec quel argent ? Avec le nôtre. Avec l'argent russe ? Non, avec le nôtre. Bon, je reviens à notre discussion. Mais oui, on va. La discussion, la question en quelque sorte, c'était la France devrait-elle renoncer à ce qu'elle est, et notamment à sa laïcité acquise de haute lutte en 1905, selon vous ? Pas du tout. Justement, mais je ne suis pas d'accord avec la définition de la laïcité. D'abord, M. Glucksmann confond le produit des guerres de religion, ce n'est pas la laïcité, c'est la monarchie absolue. J'ai dit le parti des politiques. 2, oui, ça a donné la monarchie absolue avec Henri IV, puis Louis XIV. 2, la laïcité, qu'est-ce que c'est ? La laïcité, c'est une arme de guerre contre le christianisme. C'est Gambetta qui dit « le cléricalisme voilà l'ennemi », c'est le député socialiste Viviani qui dit « nous avons éteint des lumières dans le ciel qui ne se rallumeront plus ». La République a fait la guerre au christianisme. C'est tout le problème aujourd'hui, c'est que nous avons une société tellement déchristianisée qu'elle est absolument sans défense contre cette invasion et cette colonisation islamique. Parce que quand vous dites la demoiselle veut être citoyenne, non. Elle utilise la liberté individuelle. Peut-être, alors dans ce cas, il faudrait lui donner la parole. Mais je débattrai volontiers avec elle une prochaine fois. C'est pas mon problème. Mais j'ai écouté, je vous ai écouté, vous devriez être content. Donc, non, elle utilise la liberté que permet la société française pour la retourner au service de la colonisation islamique. C'est une stratégie qu'ont mise au point les frères musulmans. Ils appellent ça, vous savez, l'islamisation de la connaissance. Mais c'est pas grave, vous lirez les livres de Madame Florent Bergeau-Blaclair et vous comprendrez ce que je dis. Est-ce qu'on peut lui donner la parole ? Est-ce qu'on peut lui donner la parole ? Parce que c'est vrai qu'on parle d'elle à la troisième personne depuis tout à l'heure. Je ne vous permets pas du tout de me dire que j'utilise quoi que ce soit. Pardon, j'ai pas entendu. Je ne vous permets pas du tout de me dire que j'utilise quoi que ce soit. Vous mélangez absolument tout. Vous aussi, vous voulez m'interdire de parler et de dire ce que je veux. Je n'interdis rien du tout. Mais c'est normal, en islam, il n'y a pas de liberté individuelle. Bon, c'est ce que vous dites, pas la réalité et surtout pas la mienne. C'est pas grave. Elle a une conscience individuelle, elle a le droit de s'exprimer et on n'a pas le droit de parler en son nom et de l'inscrire dans un projet. Et vous êtes l'idiot utile de l'islamisation. Mais arrêtez, mais moi en plus... Ce n'est pas une insulte, c'est un mot que vous connaissez, c'est Lénine. S'il y en a... Attendez. S'il y a une personne qui connaît les textes des idéologues islamistes, qui a vu le résultat... Moi j'étais à Bentalha en Algérie et j'ai vu le résultat du terrorisme islamiste. J'ai parlé avec ces victimes. J'ai travaillé dans une rédaction où il y avait les portraits des journalistes morts, assassinés par les islamistes. Et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait, dans ma salle de rédaction, des gens qui risquaient leur peau pour dénoncer l'islamisme. Et vous savez quoi ? Ces gens, ils étaient musulmans. Donc en fait, moi, je fais la différence entre islam et islamiste, idéologie islamiste. Et donc vous voyez un musulman et vous êtes sûr que ce musulman est un soldat au service d'un projet idéologico-théologico-politique. Bah si, parce que là... Théologico-politique, oui. Là, oui, si vous avez parlé à la place d'une dame qui ne se sent pas faire partie d'un projet de colonisation. Mais donc, vous savez, Raymond Aron disait l'homme fait l'histoire, mais ne sait pas l'histoire qu'il fait. Laissez terminer. Oui, madame, peut-être, elle est de bonne foi. Elle peut être de bonne foi, mais il n'empêche que, oui, elle fait partie d'un projet de conquête, d'ailleurs qui est écrit dans le Coran, et qui est la conquête des terres des infidèles par l'islam. Et en s'affichant ainsi avec un voile, elle dit à tout le monde, regardez, la France devient islamique. C'est tout à fait le projet de l'islam, c'est écrit dans le Coran. Quand Raphaël Glucksmann vous dit, en Algérie, dans cette rédaction, c'était des musulmans qui se battaient contre les islamistes et qui mouraient et qui en payaient le prix de leur vie. Vous avez tout à fait raison. Il y a toujours eu... de faire une double tirade, en fait. Non, mais il y a toujours eu des guerres entre musulmans. C'est ce qu'ils appellent eux-mêmes la fitna. Parce que, évidemment, il y a des affrontements tout à fait légitimes entre musulmans. Mais après, il y a ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait 20 ans que j'annonce ce que vous avez décrit dans votre sondage. Plus de 50% des jeunes musulmans qui pensent que la charia est supérieure aux lois de la République. C'est la République, ça, Glucksmann ? Les 50% de femmes voilées, des jeunes de moins de 25 ans, c'est la République ? C'est exactement ce que j'annonçais il y a 20 ans.
Voilà. Au début, on m'a dit c'est une folie, ça n'arrivera jamais. Et aujourd'hui, ça arrive. Et dans 10 ans et dans 20 ans, nos filles devront être voilées parce qu'il y aura une majorité démographique musulmane et donc nos filles devront se soumettre ou partir. C'est déjà ce qui se passe. Grâce à des gens comme Raphaël Glucksmann. Non, mais je vais vous donner grâce à des gens comme vous. Bon, oui. Écoutez, il répond. Moi, je vais vous donner un scénario bien plus probable. Et on arrive vers le terme de ce débat. Un scénario bien plus probable parce que je veux bien que vous m'expliquiez qu'il y ait une invasion, une colonisation, une armée. Que Madame là est à 2 doigts de prendre le pouvoir dans notre pays Mais moi, ce que je vous dis, c'est que le vrai risque, c'est qu'il y ait une bascule qui s'opère effectivement dans notre nation. Le vrai risque, c'est que notre nation cesse d'être fidèle à ce qu'elle a quasiment toujours été, une terre de liberté, une terre de conquête de droits. Oui. Mais ça vous fait rire parce que moi, vous n'y avez jamais cru. Non, mais pas du tout. Mais moi, j'explique dans mon livre que la liberté naît de l'individu chrétien. Bon. Et que c'est l'islam qui va tuer la liberté européenne. Je ne vous autorise plus à m'interrompre. À partir de maintenant, vous ne m'interrompez plus. Laissez-le parler, Éric Zemmour, s'il vous plaît. Raphaël Glucksmann. Le scénario le bien plus probable, Monsieur Zemmour, c'est que vous et vos amis risquez de prendre le pouvoir. Et que ce que ça signifierait, ça serait la bascule de la France très loin de son histoire démocratique, qu'on basculerait dans le camp des tyrannies. Monsieur Zemmour, il y a beaucoup plus de risques, oui, monsieur Zemmour, il y a beaucoup plus de risques pour qu'une invasion de la Russie nous oblige à envoyer des hommes français au front que pour que Madame conquiert l'Élysée, vous savez. Et moi, je sais, monsieur Zemmour, que dans cette confrontation-là, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Vous êtes contre les intérêts de la France. Quand les hackers russes attaquent l'hôpital de Corbeil-Essonnes, quand ils attaquent l'hôpital de Versailles, quand ils s'en prennent à notre chaîne de valeur, à nos industries, à nos PME qui produisent des armes, eh bien vous, monsieur, vous applaudissez Vladimir Poutine par conviction idéologique, parce que vous êtes en fait le larbin, monsieur Zemmour, vous êtes le larbin des Vents, vous êtes le larbin de Poutine. Mais si vous avez professé votre admiration pour eux, vous êtes au service du... Non, vous ne défendez pas la France. Je n'ai pas été payé par un autre président. On ne va pas repartir au service. Monsieur Glucksmann, vous n'êtes pas au service de la France. Vous n'êtes pas au service de la France. Je suis au service que de la France, moi. Non. Dernière intervention et conclusion. De l'Ukraine ou de la Géorgie. Je suis au service que de la France. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, pour l'instant, je vois... Écoutez-moi, je vois des faits. Je vais vous répondre exactement à ce que vous venez de dire. Je vois des faits. Ce que je vois, c'est que ce n'est pas des soldats russes qui tuent nos enfants. Ce n'est pas un soldat russe qui a tué Philippine. Ce n'est pas un soldat russe qui a tué Thomas. Donc ceux qui meurent aujourd'hui, ce sont des jeunes Français qui sont tués par des racailles islamiques. C'est tout ce que je vois. Pour l'instant, la menace, c'est cela. La menace, c'est ce sondage. Avec des racailles islamistes ? Oui, bien sûr, islamiques. Ce sont des racailles islamiques. Ils tuent au nom d'Allah. Vous m'excusez, ils disent Allah est grand et ils tuent. À Crépol ? À Crépol, ils disent on va tuer du blanc et on va tuer du français. C'est la même chose, c'est du djihad. C'est exactement la même chose. Pas religieux, c'est pas religieux. Mais si, comprenez que en islam, la religion, c'est une nation. En vérité, tout le problème est là. C'est que l'islam est un pays. C'est pour ça que je vous citais Clermont-Tonnerre tout à l'heure. Et c'est tout le problème d'ailleurs pour les musulmans. Je le reconnais volontiers. Le drame, c'est cela. Et qu'on est en train de payer aujourd'hui. On voit ce sondage. On voit toute une jeunesse musulmane qui, contrairement à leurs parents et à leurs grands-parents, ne fait plus l'effort d'essayer de comprendre la société française parce qu'en général, ils la détestent et qu'ils se replient sur une religion qui est en vérité un pays. Et pardon, Éric Zemmour, de vous interrompre, mais Erin, on peut penser ce qu'on veut de son voile, mais tout à l'heure, elle nous disait « je voudrais travailler à l'école, je voudrais travailler à l'hôpital ». Elle n'en a pas le droit parce que c'est la laïcité et ça a été rappelé clairement, mais elle ne manifeste pas une volonté de se séparer. Elle manifeste une volonté de prendre sa place dans la société française. Mais si elle veut prendre sa place dans la société française, elle peut enlever son voile, il n'y a aucun problème. Et elle sera accueillie les bras ouverts. Bon, déjà, je trouve que la conclusion de Raphaël Glucksmann, c'est vous qui avez entamé, c'est lui qui conclut. Quelqu'un qui est là, qui est une personne qui peut parler, qui a parlé, avec laquelle on a eu un échange, et de la prendre comme un objet de cette manière. Objet, là. Je suis prêt, je ne vais pas prendre de votre temps de parole pour débattre avec mademoiselle. Mais je suis prêt à débattre avec mademoiselle, j'ai aucun problème.
Monsieur Zemmour, je n'ai aucune faiblesse sur l'islamisme, sur l'idéologie islamiste. Et ce n'est pas une idéologie. Mais c'est toute la différence. Vous, votre obsession de l'islam, est telle que vous pensez que c'est votre seul problème. Pas du tout. Bah si. Parce que, au nom de votre lutte contre l'islam, malgré vos similitudes avec les prédicateurs islamistes, vous avez la même vision de l'identité, bien sûr. Bah oui, mais j'espère bien. J'espère aussi qu'ils compareront les phrases des uns et des autres. Et, eh bien, vous êtes prêts à zapper tous les autres problèmes de la société. Et vous êtes prêts à vous allier à la Chine de Xi Jinping, à Viktor Orban, à Vladimir Poutine, à Donald Trump. Vous êtes prêts à tous aborder. En fait, vous n'aimez pas la France, vous aimez votre propre obsession. Vous aimez votre fantasme de ce que la France aurait dû être et ce que malheureusement pour vous, elle n'a jamais été. Elle n'a jamais ressemblé à ce que vous voulez qu'elle soit. Dans les années 60. Mais est-ce que je vais vous là, Monsieur Glucksmann, vous n'étiez pas né. Je vous avoue, je suis plus jeune que vous. Oui, bah oui. Donc ne parlez pas de ce que vous n'avez pas connu. Moi, j'ai connu une France qui n'était pas celle d'aujourd'hui. Que ça vous plaise ou non. Monsieur Zemmour, la France, elle a toujours changé et les gens dans votre style ont toujours condamné l'époque dans laquelle ils vivaient. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je veux que la France telle qu'elle existe aujourd'hui réussisse. Moi, je veux que la France telle qu'elle existe aujourd'hui produise son propre destin. Moi, je veux que la France telle qu'elle existe aujourd'hui devienne autonome, puisse choisir son destin et qu'elle ait un grand destin, Monsieur Zemmour. Mais c'est des mots, ça. Mais non, ce ne sont pas des mots. Ce ne sont pas des mots, Monsieur Zemmour. Ce ne sont pas des mots, ce sont des décisions politiques de revitaliser l'école, d'investir dans les services publics, de faire en sorte qu'on ait des politiques commerciales qui favorisent nos propres productions. C'est pas des mots, c'est des usines qui ouvrent ou qui ferment. Allez, dites ça à vos amis de la Commission européenne et à vos amis de gauche. Mais moi, je me bats pour un souverainisme industriel européen depuis des années. Et je vais vous dire une chose. On n'est pas loin d'être d'accord là-dessus. Au moins, voyez, on termine sur un. Nous n'avons aucun point d'accord parce qu'au Parlement européen, vous refusez même cela. Vous refusez cela à chaque fois parce que vous ne voulez pas donner plus de pouvoir à l'Europe, parce que votre obsession anti-européenne vous conduit à sacrifier les industries françaises. Monsieur Zemmour, vous êtes tellement un idéologue que vous prenez des décisions à chaque fois en fonction de vos obsessions et contre les intérêts français. Il était de l'intérêt de la France, de ses industries, de voter pour le Fonds européen de défense. Vous êtes contre. Il était de l'intérêt de la France et de ses industries. On ne relance pas. C'est la règle du jeu. D'installer des défenses commerciales, de donner la préférence européenne, de faire un Buy European Act. Je suis pour. Mais non, parce que ça va donner plus de pouvoir à l'échelon européen. Et donc vous allez être contre. Il ne faut pas donner plus de pouvoir à la Commission européenne. Eh bien, merci.